Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue comme chaque jour dans 20 minutes Arena. Et oui, c'est la quotidienne spéciale Coupe du Monde. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission. Vous avez vibré, je suppose, comme nous, hier soir devant la victoire des Bleus en ouverture de leur Coupe du Monde contre le Sénégal. On va en parler longuement, bien sûr, dans cette émission. On va parler aussi Brésil, Léo Messi, un peu d'Angleterre et de Croatie aussi à la fin sur les matchs qui nous attendent ce soir. Un beau programme. Un beau menu, Nico, comme d'habitude. Avec Julien qui m'accompagne sur ce plateau, ça va ? Salut Nico, salut tout le monde. Écoutez, on a pris le rythme, ça y est, on est rentré dans notre Coupe du Monde. Une victoire dont on va pouvoir parler tranquillement. Tout va bien, la vie est belle. La vie est belle. Ok, et bah écoutez, on va pouvoir se lancer dans cette première séquence. Le débrief de la nuit, consacré évidemment aux Bleus. C'était du début de nuit. Du début de nuit, de la soirée. De la soirée, on va dire. Belle victoire donc de l'équipe de France pour entamer cette Coupe du Monde. Un match un peu aux deux visages entre la première période, on va pas se mentir, à 0-0 à la pause. C'était bien payé. Avec l'énorme occasion d'Ismaïla Sarr juste avant. On se dit que si on est à 1-0 à la mi-temps, c'est pas la même. Il n'y a pas scandale. Et c'est pas la même effectivement derrière. Et c'est pas la même derrière. Donc voilà, on va tranquillement analyser cette rencontre. Juste avant, Julien, je te propose... On a notre reporter Hugo Valentin qui est allé à Châtelet hier soir pour voir un peu ce qui se passait. Est-ce que le peuple français commençait à s'ambiancer pour cette Coupe du Monde ? On regarde les images qu'il nous en a rapportées. Les maillots sont sortis et le maquillage soigneusement appliqué. Les bars aussi ont tout préparé pour le premier match de nos Bleus. Les supporters sont certes moins nombreux que pour une finale de championnat, mais ils sont bien présents sur les terrasses et tous motivés. Allez les Bleus! La Marseillaise est chantée, le match commence enfin. Derrière les visages concentrés, il y a de l'espoir. Et lorsque l'on demande aux supporters leur pronostic, la défaite n'est même pas envisagée. Pronostic 3-1, doublé d'Mbappé, de Ousmane. 2-0 pour la France et Mbappé qui défend toujours pas. 2-0 ce soir, 2-0. Malgré une bonne dose de détermination, la première mi-temps aura été compliquée pour le moral. Des occasions ratées, des pénaltys annulés, quand soudain, à la 66e minute, Mbappé ramène l'espoir aux Français et ensuite un florilège de goals, 3 buts en 15 minutes, les supporters montent en pression. Puis, à la 96e minute, le relâchement arrive enfin et surtout la joie. 3, c'est bien. Bon augure. J'avais dit quoi? J'avais dit 3. L'épopée des Bleus commence bien pour le plus grand bonheur des Français qui n'ont pas manqué de fêter la victoire hier soir. Merci Hugo et Gloria Gaynor déjà de sortie. Premier match, j'ai mis du temps à percuter quand je l'ai écouté, mais c'était comme quoi ça traverse quand même les générations et les années cette chanson. Évidemment, et bravo ce jeune supporter qui avait vu le 3-1 avec doublé de Kylian. Il a mis Ousmane, mais ouais, c'est respect. Franchement, parce qu'à la mi-temps, il le dit avant, il le dit début de match, parce qu'à la mi-temps, le 3-1, on n'aurait jamais parié dessus par exemple. Ouais, mais oui, doublé de Kylian, commençons par en parler. Du patron, l'homme des Coupes du Monde, Kylian Mbappé. Voilà, 58e but en bleu, il dépasse enfin Olivier Giroud, qui avait dit Giroud il y a quelques mois, je suis sûr qu'il me dépassera à la Coupe du Monde. Voilà, il l'avait gardé. Il attend les grandes occasions, Kylian. Voilà. Il a mis les barres sur l'été, comme l'a joliment écrit Antoine, qui était notre envoyé spécial hier soir à New York. Ça n'a pas été de tourpeau, mais il a réussi à être à l'heure pour le match. Tout à fait. 58e but en bleu, donc 14 en Coupe du Monde. Il n'y a plus que R9, Messi et Klose devant lui. L'impression qu'il est en mission, comme tous les 4 ans, en fait. C'est un peu ce qu'on pressentait avant. Kylian a des milliards de défauts, on a l'impression de ne plus voir que ça.
il a quand même une qualité extraordinaire, c'est que la Coupe du Monde, la plus belle compétition de football, c'est la sienne, c'est sa compète, je sais pas, il rentre sur le terrain, ça lui appartient, voilà, 14 buts, on va en parler, il a un record incroyable en points de mire, avec encore probablement à son âge 2 Coupes du Monde à jouer derrière celle-ci, si on ne dit pas trop de bêtises. Il faut se rendre compte à la fin de la carrière de Mbappé ce que ce sera la Coupe du Monde dans son palmarès et dans ses stats personnels, c'est dingue. Ouais, et pourtant, alors parce que pour faire les choses dans l'ordre, vous l'avez vu comme nous, je suppose, première mi-temps absolument cataclysmique, enfin, de Mbappé et des Bleus de manière générale, mais Mbappé en première, c'est 0 tir, 0 ballon de la surface, 0 rien. Alors, et si, juste 2 contrôles que moi j'ai noté ratés, un peu en aile de pigeon là comme ça, et celles qui viennent dans la course, qui sont des contrôles pas si durs, surtout le deuxième, et qui peuvent faire des grosses occasions, et ils se ratent. Le fameux contrôle américain avec les taxes, celui qui s'échappe à 2 mètres devant. Alors, je suis d'accord avec toi, techniquement, sa première mi-temps à Kylian, elle est monstrueuse, mais comme celle de tous les autres joueurs de l'équipe de France. Et ici, je vais citer Samuel Umtiti, qui est consultant M6 RMC, je crois, et qui a un truc assez juste après coup. Il dit, bon, d'accord, en première mi-temps, tous ces ballons, il les perd, mais j'ai trouvé que dans le ton, dans les intentions, dans les appels, dans ce qu'il proposait, il était là. Et ça, je trouve quand même, en première mi-temps, pour l'avoir vu comme vous, certainement, avec des amis, chacun y allait de son petit commentaire. Moi, je disais, ok, il est nul, très bien, mais je sais pas, il fait les efforts, il est dans le ton, il fait les bons appels, il est au bon endroit. J'ai pas l'impression qu'il aille réclamer la balle où il devrait pas la réclamer. Voilà. Et la deuxième mi-temps a démontré quand même qu'il était sur le bon chemin, finalement. Et dès qu'on a mieux joué, dès qu'il a eu les occasions, l'adresse est revenue. Voilà, il a raté une belle occasion, il a mis la deuxième et sa frappe, franchement que dire de sa frappe de mule pour éviter tout suspense à la fin. Plus globalement, sur la première période, les 4 de devant, c'est 26 ballons perdus. Enfin, en fait, des passes faciles. Il n'y avait rien qui allait en fait sur cette première. Tu sens, oui, ça se mettait en place, mais dans l'animation, ça se cherchait énormément. On va en reparler aussi, mais il y a Ousmane en 10, il ne sait pas trop où se mettre, c'est difficile de mettre du lien. Il y a un rapport de force aussi à installer dans un match. Je pense que parfois on sous-estime la dimension physique d'une entrée en matière. On parle de tous les matchs d'ouverture des Bleus qu'on a connus. C'était de loin l'adversaire le mieux référencé et le plus solide. On joue le champion d'Afrique. Le champion d'Afrique, oui, ami marocain, ce sont les champions d'Afrique qui, pour moi, c'est une grosse équipe et ils nous proposent une grosse adversité quand même pendant 45 minutes. Et moi, j'ai presque envie de dire que j'étais assez impressionné qu'ils baissent pavillon à la 50e, parce qu'à partir de la 50e, il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain, c'est nous. Après, pendant 3 quarts d'heure, ils nous ont fait transpirer. Ça a été dur dans les contacts, ça a été rugueux, ils étaient bien en place. Et effectivement, techniquement, peut-être parce qu'ils étaient sur notre dos en permanence, on a eu des erreurs inhabituelles de la part de Mbappé le premier. Doué, c'était pas brillant. Olysée, en première mi-temps, compliqué. C'était compliqué pour tout le monde, mais est-ce que ça vient pas aussi d'une adversité très importante qui aurait mérité probablement d'ouvrir le score ? Et puis à un moment donné, on a fini par faire des différences aussi sur le talent en deuxième mi-temps. Voilà. Et on a eu chaud, un poteau, Nicolas Jackson, que Maignan, dans un autre jour, peut aussi remettre dans son but après sur le rebond. C'est là on s'est rendu compte que Maignan n'était pas dans la forme de sa vie. On en reparlera peut-être à d'autres moments, mais on aura peut-être besoin d'un grand gardien. Et clairement, Maignan, là, sur ce début de Coupe du Monde, c'était un peu compliqué. Non, je vais dire, on peut en parler maintenant, mais prenons dans l'ordre. Restons dans l'ordre. Donc, on a failli être mené 1-0 parce que Ismaïla Assar a une énorme occasion juste avant la pause. Et donc, après, on revient des vestiaires et là, changement radical. Alors, plusieurs explications. Le plus visible, évidemment, c'est on a inversé Dembélé à droite, Michael Olysée dans l'axe. Voilà, la connexion du coup beaucoup plus facile avec Kylian. On voit là la passe. Cette passe intérieure, ça c'est une passe très Olysée, très Ryan Cherki aussi. C'est les deux joueurs qui en général trouvent ce genre de passe à l'intérieur. Il y en a une juste avant où Kylian, s'il chose du 45, il arrive à la prendre. Oui, exact. Il est un peu court et 2 minutes plus tard, voilà. Celle-là qui est absolument magnifique. Et là j'aimerais qu'on note un petit truc aussi parce qu'on critique souvent Mbappé sur est-ce qu'il est capable d'être neuf. Un vrai appel de neuf. Oui. Il est où il doit être, il fait l'appel où il doit être et il finit comme un vrai neuf. Voilà, on peut lui reprocher parfois de pas faire les bonnes choses au bon endroit. Et bien sur cette action-là, tout le monde est dans son rôle, sauf Ousmane. Intéressante ces captures d'écran. Parce que qu'est-ce qu'il fait Ousmane là ? Ouais, il lui dit temporise. Joue derrière. Et quelque derrière. part, ça résume un peu effectivement le match de Dembélé qui ne sait pas vraiment à quoi il sert sur ce terrain-là. Et qui ne sent pas le jeu et qui n'est pas là où il devrait être et qui ne sent pas l'action comme elle devrait se dérouler. Ici, si tu l'écoutes, tu reviens en arrière ou Upamecano ou Koundé, je ne sais pas qui est derrière, donc Koundé est là. Et puis il n'y a rien. Sur Kylian, moi c'est ça qui m'a intéressé surtout hier, je l'avais dit avant, je voulais le voir faire des appels de neuf.
je l'avais vu beaucoup trop de fois ces derniers mois, où il demande le ballon dans les pieds, ça ralentit le jeu. Là, il les fait. Il sait aussi qu'il peut être servi par Olysée, donc c'est pour ça qu'il les fait. Mais il y en a 4-5 dans ce match, des appels qui sont très très costauds. Et tout de suite, ça fait la différence. Y compris en première mi-temps, quand il se trompe sur ses contrôles. Oui. Mais c'était des bons appels, ce que je disais tout à l'heure. Il était dans le ton, simplement, la balle arrive et derrière, il avait des pieds de plombier. Mais ça, ou des pieds de maçon. Je sais plutôt de maçon, on dit. Mais... Donc, Kylian, super. Et donc, Michael Olysée, qui confirme quand même qu'il est l'élément créatif central de cette équipe. C'est le 10 de cette équipe. En termes d'impression visuelle, de facilité, je pense qu'il y a lui et Yamal dans ce registre-là. Voilà, très clairement. C'est le 10 des Bleus. Pour moi, il n'y a jamais eu de doute. J'ai jamais cru en Dembélé, on va reparler en 10. C'est le 10 des Bleus. Et pour moi, je vais même te dire un truc, si dans un mauvais jour, je le laisse. Et puis si vraiment dans un mauvais jour, je fais rentrer Cherki, qui est pour moi l'autre numéro 10 des Bleus. Mais certainement pas Ousmane Dembélé. On l'a encore vu hier. Et je ne voudrais pas m'acharner sur Ousmane. Simplement, il va peut-être falloir se faire l'idée qu'il y a un Ousmane en bleu et un Ousmane au PSG. Et qu'on ne peut pas leur demander la même chose. Voilà. Et qu'en tout cas, en termes de numéro 10, je trouve qu'il y a, j'espère qu'Olysée a clos le débat d'une certaine façon et que ce sera lui le 10. Voilà, même s'il y a des permutations, même si de temps en temps on va le retrouver à droite et Dembélé, ça y a pas de problème. Mais sur la feuille, la compo de départ, le numéro 10 derrière Kylian, c'est Olysée. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Ousmane, tu as commencé à répondre. Un petit peu quoi? On le met à droite ou on le met sur le banc? Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je le mets pas forcément sur le banc parce que j'estime que ça peut être un joueur important, mais je lui donne le rôle qu'il a toujours en équipe de France, un joueur de complément. Voilà, Dembélé, ça fait 10 ans qu'il joue en bleu. Et c'est pas parce que sur ces 2 dernières saisons, dans un contexte très particulier en club, ça marche, qu'en équipe de France, il faut lui faire toute une place. Il y a un patron, c'est Mbappé, 58 buts. Voilà, Dembélé, c'est peut-être juste en équipe de France un joueur de complément, un ailier qui va boucler son couloir, qui va faire quand même un ou 2 bons matchs dans la compète, qui va t'apporter des choses, que tu peux mettre sur le banc assez vite dans le match si tu vois que ça va pas. Et oui, les ballons d'or, mais j'ai envie de dire, et alors, ballon d'or, on sait aussi le contexte PSG. Dans ce PSG, il y a peut-être 5 joueurs qui peuvent être ballon d'or parce que c'est une machine de guerre collective. Et la France, c'est pas ça, il faut peut-être l'accepter. On peut pas peut-être avoir le même Dembélé en bleu qu'au PSG. Et alors, voilà, de la même façon qu'on n'aura jamais le même Mbappé en club qu'en équipe de France, et que peut-être que le Mbappé en club, ça ne fonctionne pas parce que sur toute une saison, tu ne peux pas jouer pour un type comme ça, mais sur une compétition comme une Coupe du Monde, en fait, il est fait pour ça. Ouais, c'est pas du tout la même configuration d'équipe, en fait. Enfin, c'est quand même ça qu'il faut bien voir, quoi. Et moi, je pense qu'il faut pas s'acharner. Voilà. Ouais, Deschamps, il est un peu embêté, entre guillemets, par le statut de Dembélé, aussi bien, enfin ballon d'or, et aussi, dans le groupe, c'est quelqu'un de très important, il a de l'ancienneté, on sait qu'il peut dribbler et tout. Justement, le truc, c'est qu'en 10, il n'a pas d'espace pour s'exprimer. Enfin, Dembélé, c'est quoi? C'est un dribbleur, c'est un mec qui va prendre les espaces et qui fait les efforts défensifs. Il ne sait pas s'exprimer dans des petits périmètres comme le fait Michael Olysée. Au PSG, il a toute cette zone de la surface au milieu, en 9. Voilà, c'est le seul, en faux 9, faux 10, appelez-le comme vous voulez. Au PSG, il a toute cette place-là qu'il n'a pas en équipe de France. Et au fond, est-ce que c'est si grave que ça? Moi, je ne vais pas dire il faut absolument le mettre sur le banc, c'est une honte. Non, il va jouer ailier. Il a joué toute sa carrière en équipe de France ailier droit la plupart du temps. À Coupe du Monde 2022, il fait plutôt un bon début de Coupe du Monde. Après, ça se gâte en phase finale. Et peut-être que c'est ça, Dembélé en équipe de France. Et au fond, moi, je le disais avant, et le match d'hier n'a fait que me conforter. Notre destin est entre les pieds de Mbappé et d'Olysée pour lui. Ouais. Mais je veux dire, le patron de cette équipe, c'est pas Dembélé, c'est Mbappé. Et en Coupe du Monde, c'est ça la formule qui marche. On reste sur 2 finales. Pourquoi changer quelque chose qui a fait ses preuves aujourd'hui pour essayer de faire une autre place à un joueur qui a quand même montré ses limites sur une carrière internationale? Et c'est pas grave, on aime beaucoup Dembélé, on aime beaucoup ce qu'il fait au PSG. Voilà, c'est comme ça. Et en équipe de France, c'est pas transparent. Non, mais ça fait 10 ans qu'il est là, il a même pas mis 10 buts en bleu. Olysée a déjà plus de buts que lui, voilà. Mais encore une fois, c'est pas très grave. On peut pas avoir un Ballon d'Or, un Mbappé, un Olysée, un Cherki, tous en même temps. Il y a aussi des fans de Cherki. Comment vous voulez mettre Cherki dans cette équipe-là en plus? On peut pas. Je veux dire, voilà, c'est pas FIFA 26. À un moment donné, il faut une cohésion, il faut une cohérence. Il y a la place pour un ou 2 très grands joueurs. Et ces 2 très grands joueurs devant, en tout cas, c'est Mbappé, Olysée. Et allons-y comme ça. Alors pour revenir un petit peu sur Kylian, Mbappé, 2-3 petites choses un peu plus ou moins anecdotiques que j'avais relevées aussi. J'ai vu une stat passer, c'est un buteur tardif, Mbappé en Coupe du Monde, donc il en a 14, il y en a 13 qu'il a inscrit après l'heure de jeu. C'est vraiment quelqu'un qui, c'est quand ça devient, c'est le money time en fait. Il se cache pas, c'est un clutch player, il apparaît quand on a besoin de lui. Le fameux but qui est en première mi-temps, rappelons-nous-en, c'est le Pérou en 2018. Oui, il pousse le ballon. Son tout Alors, revoyez ce but si vous ne l'avez pas en tête.
le ballon va au fond et là j'ai Kylian qui court pour la pousser alors qu'en fait Oui. il n'a même pas besoin de la toucher. C'est même pas un but, voilà, disons-le clairement. Donc voilà, Kylian, non seulement ses stats sont dingues, voilà, il est maintenant à 2 buts du record absolu de Klose, 14 buts en 15 matchs. Et en plus des buts qui comptent en fin de match. Rappelez-vous 2018 l'Argentine en 8e de finale, il renverse tout. On va pas refaire la Coupe du Monde 2022, mais en plus c'est pas le joueur des premiers mi-temps. Voilà, il marque quand c'est dur. Aujourd'hui, imaginez à combien ce type peut finir de but en Coupe du Monde quand il raccrochera les crampons. Je pense que ce sera un record inaccessible pour le commun des mortels. Ce ne sera pas les 14 buts les 14 grands chelems de Rafa à Roland, mais on peut imaginer entre 20 et 25 buts. C'est pas complètement déconnant. Ça dit juste le joueur que c'est en Coupe du Monde. Et vous avez peut-être remarqué sur ces célébrations, petite nouveauté, la célébration flûte. Voilà. Raconte-nous ça. Alors, c'est l'histoire. Vous êtes peut-être demandé en regardant votre télé pourquoi il nous fait cette. C'est plus le. Comme ça, là. La fameuse sur les genoux, là. Ouais. Non, et en fait, ça vient d'une émission qu'il a fait sur Fox Sport avec un animateur assez connu, c'est un Britannique, mais qui est à la télé américaine, James Corden. Et en fait, le karaoké. Ils sont dans un taxi, ils parlent tranquillement à toi, Kylian, quand tu étais enfant, tout ça, qu'est-ce que tu faisais un peu. Et Kylian raconte, mes parents, ils aimaient bien que je fasse plusieurs activités pour m'ouvrir un peu l'esprit, tout ça, et donc de la flûte traversière. Ce qu'on connaît, parce que ça accompagnait un peu sa mythologie des débuts. Je me rappelle, les premiers papiers qu'on faisait, c'est incroyable, il sait jouer la flûte traversière. Et il se trouve que non. Et il se trouve que non. Alors ce qui est drôle, c'est que donc il raconte ça. Et alors là, hasard total, James Corden sort une flûte traversière de son siège. Et il dit à Kylian, vas-y, joue-moi un petit peu. Et alors là, catastrophe, il ne sait pas sortir une note. Donc ça fait bien marrer l'animateur. Et Mbappé, pour se rattraper un petit peu, il dit, ok, t'inquiète, si je marque contre le Sénégal en ouverture, je te fais une petite célébration. D'où voilà la chose flûte promise, traversière. chose due. Un pari est un pari avec Kylian. Un pari est un pari et franchement, allons-y, s'il veut faire une petite célébration flûte traversière, ça peut devenir un petit peu la célébration iconique de ce mondial si on va loin. On se rappellera peut-être dans 20 ans, comme on a eu Griezmann à l'Euro, il y a eu plein de célébrations qui sont restées dans les rétines, le bisou de Barthez à Blanc à une autre époque. Peut-être que ce sera la flûte traversière de Kylian en 2026 aux US. Maintenant, une stat que tu as remarqué, je vais la dire à ta place, mais c'est vrai, la seule chose qui nous inquiète là-dedans, c'est qu'on n'est jamais champion du monde quand notre numéro 9 marque. Voilà, exactement. Rassurons-nous comme on peut, est-ce que Kylian est vraiment un numéro 9 ? C'est pas Olivier Giroud, c'est pas Stéphane Guivard. Ouais, il est plus entre le 9 et l'ailier. Donc j'ai envie de poser sur le côté cette statistique en me disant qu'elle n'est pas réellement pertinente dans son cas. Voilà, ce que j'allais dire, oh là là, on s'inquiète. Est-ce qu'on parle un peu de Bradley quand même, Barcola ? Parce que je sais pas toi, mais alors, ou je sais pas vous, dans votre écran, mais alors moi, quand j'ai vu que c'était Barcola qui était lancé par Rabiot, je me suis dit, ok, celle-là, jamais elle est dedans. J'ai failli aller aux toilettes, de toute façon. Je suis désolé, on le connaît, notre Bradley, jamais elle est dedans. Et alors là, petit piqué, impeccable. C'est son deuxième ballon du match. Le premier, il le rate sur un dribble. Effectivement, on le voit tous arriver. Et moi, je me rappelle, on était une dizaine. Effectivement, personne seul. Vraiment, il y a une forme de défaitisme. Je vais aller chercher une bière au frigo. Il y a une forme. Voilà. Et puis là, le piqué incroyable. Il marque beaucoup de points sur son entrée en jeu parce qu'en plus, derrière, il fait des belles diffs. C'est vrai que quand on mène face à un adversaire que j'ai se découvrir de monter un peu le bloc, un Barcola sur le banc, c'est ta première option. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il le fait rentrer avant Cherki, qui était peut-être un peu le premier remplaçant naturel. Bon, Barcola, sur cette façon, si le match il est entre de bonnes mains, qu'on est devant, pour moi, c'est vraiment celui que tu fais rentrer en premier parce qu'ils peuvent te faire des différences. Il remplace Dembélé. Et là, pour le coup, on a vu une vraie différence parce que la situation du match lui convenait mieux qu'à Dembélé. Et que Barcola, il sait pourquoi il rentre. Voilà. En plus, justement, c'est pour faire ses appels là. Je voulais aussi faire une petite minute sur Jules Koundé. Non, on pourrait faire des qui a été cataclysmique en première. À chaque fois qu'il avait un ballon à jouer vers l'avant, il faisait un mauvais choix. Enfin, c'était quand même terrible. Et bon, on lui tombe un peu dessus depuis quelques mois. Mais c'est vrai qu'il est quand même pas en forme, le pauvre Jules. Et il y a eu un gros changement du coup à la mi-temps. Et d'ailleurs, moi j'ai remarqué qu'en deuxième, ça a été beaucoup mieux parce que qu'est-ce qui s'est passé ? En première, il prenait beaucoup son couloir et donc il arrivait en bout de chaîne et c'était à lui de centrer. Il sait pas faire, Jules. En deuxième, c'était plutôt... Il venait à l'intérieur du jeu pour servir de relais. Ouais. Et c'était plutôt Mbappé d'ailleurs qui allait un peu à droite. On a vu l'action qui doit mener le fameux penalty pas sifflé, ça vient de là. C'est tout à fait. Et ça a été beaucoup mieux. Alors peut-être option intéressante trouvée par Dédé à la mi-temps. Rendons à Dédé ce qui appartient à Dédé. Belle adaptation tactique à la mi-temps. Le coup de Olysée dans l'axe et de Dembélé sur la droite. Effectivement, Koundé, j'ai remarqué comme toi qu'en première mi-temps, c'était souvent finalement le joueur le plus haut
Et ça Ça ne correspond pas à ses qualités. Et surtout un Koundé qui n'est pas en confiance comme en ce moment. Donc franchement, chapeau Dédé d'avoir eu cette lecture de 2 matchs. Après, est-ce que sur le long terme, moi ce dont j'ai peur, c'est qu'il soit suffisamment moyen pour le garder. Et puis sauf qu'à un moment donné, tu vas avoir des matchs tendus face à des grosses équipes et que là, il peut te coûter cher. Il peut faire, voilà. Est-ce que Dédé va le sortir pendant la compétition? Il a déjà montré qu'il pouvait changer ses latéraux. C'est un des postes les plus faciles à changer objectivement, voilà, parce que tu touches pas la structure de l'équipe. Bon, je ne sais pas si je le sortirais. Il peut faire tourner contre l'Irak parce que c'est quand même un adversaire plus simple. On l'a vu contre la Norvège, on en parlera un petit peu. Pour l'instant, je le vois pas comme Dembélé, je le vois pas le sortir. Ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait une contre-perf immense contre la Norvège. Ok. De sa part. Et moi, je voulais juste saluer, petit mot sur Rabiot pour saluer sa perf quand même, parce que moi, je trouve qu'il a été énorme. Vraiment gros chantier au milieu. L'ouverture pour Barcola sur le deuxième but, elle est vraiment très jolie. Et ouais, boulot monstre, franchement. Disons que des deux parce milieux, qu'ils cavalent les deux. Tchouaméni et Rabiot, ils ont du terrain à parcourir quand même. Et lui, c'est vraiment. Tchouaméni reste un peu, fait l'équilibre, et Rabiot, il va à droite, il va à gauche, il apporte le soutien. C'est vrai qu'on a l'impression que Rabiot provoque plus de choses que Tchouaméni. Tchouaméni, ses matchs, et oui, voilà, c'est York Nature, voilà, c'est jamais bon, c'est jamais mauvais, c'est toujours 5 sur 10. Il est là, c'est important, je pense, pour l'équilibre collectif. Mais Rabiot, c'est lui qui, quand même, peut se projeter, faire des petits rushs. Et pour le coup, je pense que c'est pour ça qu'il est titulaire devant un Koné, devant un Kanté. C'est parce que la passe, la récupération, la course sur 20 mètres et la passe qu'il fait pour Barcola, je ne vois pas dans l'équipe de France au milieu de terrain qui est capable de la faire à part lui. Alors voilà, donc super match en tout cas, enfin super deuxième période qui nous rassure quand même pas mal. Et la petite stat pour finir, c'était le 7e match d'ouverture en grande compète de Dédé. 7 victoires. Voilà. Et de loin la victoire la plus prometteuse parce que c'était l'adversaire le plus fort qu'on ait pu affronter. Pour être tout à fait complet, juste on vous précise, donc dans l'autre match du groupe, la Norvège a battu l'Irak 4-1 avec un doublé d'Erling Haaland. Voilà. Qui est bien dans sa compétence. Non, mais voilà, 2 vrais buts de Raccro. Le deuxième est offert par le gardien qui met 10 ans à dégager. Du coup, Haaland vient et le contre, ça fait but. Après, ce qu'on imaginait, l'Irak c'est en dessous. Oui. Voilà, donc il faudra voir quel est le résultat. Donc on gagnera contre l'Irak, c'est pas vraiment de souci à se faire. Il faudra voir quel est le résultat entre la Norvège et le Sénégal et les implications pour la première place du groupe. Pour l'instant, les 2 résultats qu'on projetait ont eu lieu, donc on avance sans surprise. Voilà. Bon, c'est bien, on est bien complet sur ce gros débrief. On s'est même étalé un peu. Non, mais on en profite. Quand les Bleus jouent le lendemain, c'est eux les maîtres de cette émission. Mais bon, on a quand même d'autres choses à dire, alors on passe à la suite. La stat du jour, elle concerne Lionel Messi, bien sûr. Lionel, on attendait avec impatience cette Argentine-Algérie. On a vu triplé de Léo. Et voilà. Voilà, alors moi je me suis levé ce matin et j'ai été absolument estomaqué. Je m'attendais à beaucoup de choses sur une victoire de l'Argentine sans doute, mais qu'à bientôt 39 ans, Lionel Messi nous plante encore un triplé comme s'il était en pleine force de l'âge à 25 ans. Il nous a rappelé ses meilleures années barcelonaises. J'étais à la fois estomaqué, même un peu désespéré, en me demandant si ce mec était mortel au fond. Et pourquoi pas dans 4 ans encore, Lionel, si tu fais ça? Voilà, je me suis dit, c'est interminable, cette dictature footballistique. Je plaisante évidemment, c'est un plaisir énorme. Emeric nous racontait, qui était au stade pour nous, que quand il sort du terrain, il y a des milliers de spectateurs qui quittent le stade. Je pense qu'il y a un joueur c'est le joueur qui incarne le foot des années 2000. C'est Messi, c'est Maradona, c'est Pelé, c'est tout ça à la fois, c'est au-dessus de tout le monde. Et de le voir à ce niveau-là, ça promet quand même une sacrée Coupe du Monde. Franchement, premier match. Et puis, classique Messi, hein. Je ne sais pas si vous avez vu les buts. Le premier, belle frappe lointaine du gauche. Lucas Zidane, pas tout à fait irréprochable là-dessus. Mais bon, deuxième, un petit but de raccro sur un ballon qui traîne. Et le troisième, c'est vraiment la signature. La spéciale. Je me balade à l'entrée de la surface. Petit trou là qui s'ouvre, je le vois. Je mets un petit plat du pied, pas très fort, mais juste ras du poteau. Nickel. 3 vrais buts à la Messi. Et tu parlais de sa longévité. Je ne sais pas si tu as vu passer, mais il y a quelqu'un qui a ressorti ce commentaire de la BBC après le 4-3, le fameux 4-3 en 8e de finale en 2018. Oui, ah là là, Messi, c'était peut-être son dernier match. Sans doute son dernier match en Coupe du Monde, c'est terrible. Depuis, il a marqué 10 buts. Voilà, il a marqué 10 buts, il a gagné une. Et marqué 10 buts. On attend de voir sur celle-ci. Je pense que j'ai envie de dire la déclaration sélectionneur. Parce qu'il résume un peu ce qu'on pense tous de Messi sans être argentin, pas du tout argentin même me concernant et en détestant cette équipe le plus profond de mon âme. Léo nous émerveille toujours, hein, c'est le meilleur depuis 20 ans, il continue à le faire à chaque match. Il y a une forme d'immortalité dans le football de Lionel Messi. En plus, l'Argentine met vraiment en valeur ses qualités. Je ne sais pas si vous avez vu quelques palettes tactiques de milieu de terrain qui l'entourent en triangle, en quadrilatère, appelez ça comme vous voulez.
et qui fait tout pour le mettre à 25 mètres des buts avec le ballon, avec un peu d'espace. Alors là, T'as l'impression d'une escorte en fait, comme une armée romaine, c'est ça qui se déplace, qui se déplace. Une tortue romaine qui le protège et d'un coup ça s'ouvre et là il balance une ogive à 25 mètres. Donc non, impressionnante Argentine. Entrée, on en parlait, moi j'en fais mon favori peut-être. Et franchement quand on voit ce genre de résultat, peut-être que l'Algérie, on a un peu surestimé ce que pouvait proposer l'Algérie, je ne sais pas. Qui fait un bon début de match quand même, Oui, mais bon, qui s'éteint mais vite. Qui s'éteint vite. Je veux dire, le 3-0 est logique. Les Argentins ont beaucoup moins souffert que nous. Par exemple, face au Sénégal, il faut dire les choses, le match pour eux a été plus simple. Et Messi a 16 buts. Voilà, on va dire. Et donc c'est ça la stat. C'est dingue. La stat, c'est celle-là, c'est que Messi, on peut le voir là à l'écran, le détail un peu de ses buts. Donc un là, il y a une Coupe du Monde où il en met pas. La première, c'est 7 à la 2006. Ouais, 2006, non déjà 2006. Ouais, 2006, il marque alors qu'il est remplaçant en 2006. Imaginez-vous, la Coupe du Monde où Zidane met son coup de boule. Il était là déjà. Il était là, Lionel Messi. Il C'est était sa là 6e. et je me rappelle des critiques féroces de la presse argentine après l'élimination de l'Argentine. Parce que, Pekerman avait sorti Riquelme, il n'avait pas fait rentrer Messi qui était resté sur le banc. Ça fait déjà 20 ans. Il est là, c'est toujours le leader de cette équipe. Bientôt recordman de buts en Coupe du Monde. Je pense que ce n'est que provisoire et que c'est un record qui appartiendra à Mbappé à la fin du compte, ce qu'on disait tout à l'heure. Ben ouais, mais il faut le dire que ça peut encore être sa Coupe du Monde, hein, ce petit salopio de Lionel. Il est encore là. D'autant que, je préfère le dire aussi ici, on s'est beaucoup moqué en 2022 d'une forme de justice divine il faut que le foot donne une Coupe du Monde à Messi. Ok, ça y est, on lui a donné. Alors si on pouvait arrêter avec notamment cette espèce... Oui, raconte cette faute. Exceptionnelle. Impunité arbitrale. Voilà, il y a une action au début de match, hein, je crois qu'on est encore à 0-0 par ailleurs, où de manière maladroite, vraiment pas volontaire, Messi n'est pas un mec méchant sur le terrain, ça se saurait, mais il fait une semelle, mais honteuse sur un mollet algérien. Et là, M. Marcignac, arbitre de la finale de 2022, qui dit « jouez monsieur », la VAR qui dit « jouez messieurs », allez voir cette action au ralenti, je vous assure que 9 fois sur 10, si ce n'est pas Messi, c'est VAR et carton rouge. T'imagines la VAR qui dit c'est rouge, c'est Messi. Ah non, c'est pas rouge. Voilà, alors je me suis juste dit... C'est la première. Voilà, si on commence sur cette base-là, ce mondial va être long. Voilà, si on ne lui donne pas de rouge parce que c'est Messi, et j'imagine les pénaltys qui vont tomber comme à Gravelotte, comme en 2022, on peut partir sur encore une très belle Coupe du Monde de ce point de vue-là. Voilà, la FIFA, il l'a eu, je m'adresse ici à Gianni, solennellement, je sais qu'il nous regarde tous les jours, parce qu'on l'aime beaucoup, Gianni, pas du tout. Ça y est, il a gagné sa Coupe du Monde, Lionel. Voilà, on lui a donné, il l'a mérité, très bien. Maintenant, on n'est pas obligé de le pousser jusqu'au bout. Comme ça semble en prendre le chemin, il n'en a pas besoin. Franchement, il est déjà dans l'histoire du foot. Que Mbappé n'a pas, d'ailleurs, parce que si... Voilà. Non, mais cette action, quand même, on n'en a pas trop parlé dans le débrief des Bleus, mais déjà, à vitesse réelle, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec nous, à vitesse réelle, je me dis, comment il fait pour pas siffler péno? Vraiment, là, c'était devant ses yeux. Tu dis, bon, allez, ok, appelle à la VAR. Voilà. Et la VAR fait son boulot. Hein. Et la VAR fait son boulot, et le mec dit non, quand même, incompréhensible. Et encore mieux que ça, et certains arbitres, anciens arbitres qui ont pu analyser ce match n'en revenaient pas, c'est que non seulement l'arbitre ne donne pas pénalty après avoir été appelé par la VAR. Quand la VAR vous appelle, c'est qu'en gros, elle vous dit que vous vous êtes trompé, et il dit c'est l'attaquant qui initie le contact. L'attaquant qui initie le contact. Alors que le défenseur est en retard, que Mbappé essaie de sauter par-dessus, et que son pied gauche frotte un peu, et que ça suffit à le déséquilibrer. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas du tout l'attaquant qui initie quoi que ce soit. En fait, il y avait pénalty tous les jours sur cette action. On a gagné ce match et on va pas en reparler. Mais c'est vrai qu'un joueur comme Mbappé, qui est star à ce jeu, qu'on lui donne pas ce pénalty-là, étonnant. Ça paraît insensé. C'est un voilà, donc tac de Mané qui est un vrai tac d'attaquant. Oui, en plus c'est Mané, c'est pas un défenseur. Et Mané, même lui, je pense que quand il se lève, il se dit oh là là, qu'est-ce que j'ai encore fait comme bêtise. Bon voilà, sans regret et sans qu'on s'en fâche aux conséquences, mais voilà, messieurs les arbitres, quand il y a faute, enfin on la siffle. Allez, et Messi, c'était son 200e sélection quand même pour Léo, on va dire qu'il l'a bien fêté. Il y en a encore 50 dans les jambes, je vous le dis. Et sa réac, juste la réac à la Lionel, hein, en fait. En gros, bon, c'est un honneur de me retrouver avec Klose, il a dépassé Ronaldo, le Brésilien, il y a Kylian, tout ça. Mais je pense que ça signifie rien. Voilà, c'est un chiffre. 16 buts en Coupe du Monde, le gars, il dit, bon, c'est rien. Bon, non, mais alors, cela dit... après, les mecs sont dedans, alors c'est dur de s'extasier. Voilà, même Mbappé lui-même, quand on lui a parlé de ce record quelques heures plus tôt, il a dit oui, je suis content. Voilà, il a un peu plus développé parce que Kylian, il développe un peu plus que Messi, mais voilà, il est vite passé c'est un premier match, en gros, on commence à peine l'aventure. En tout cas, ça nous promet, et on s'y attendait pas, peut-être le retour du duel Mbappé-Messi à distance. Jusqu'à très très loin dans le tournoi, c'est un peu ce qui nous a titillé en 2022 jusqu'au bout, et si ça se trouve, il va y avoir droit de nouveau, quoi, on sait pas. Hein.
Pendant que Cristiano arrive en fauteuil roulant ce soir contre. Alors, et voilà, on riait avec notre collègue, on souriait avec notre collègue William, notre collègue lusophone, qui disait attention à la prestation catastrophique de Cristiano qui va vouloir encore plus que d'habitude mettre ses buts. Ouais, là, il a vu 3 buts Messi, 2 buts Mbappé, 2 buts Haaland. On peut être sur une disaster class de très très haut niveau avec Cristiano qui frappe à 30 mètres sur absolument tous ses ballons. Ne ratez pas le Portugal, ça peut être un grand moment. Tout à fait. Allez, super. On est bon sur le dossier. Léo, on passe à la suite. Petite pause fraîcheur après tous ces buts. Une séquence un peu légère. Oui, celle-ci, elle est pas mal. Qui nous a fait marrer. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux. Ça fait quelques jours en fait que ça a commencé à tourner, mais là, ça prend un peu d'ampleur. Donc on s'est dit, allez, on va en faire un petit truc. On parle des supporters brésiliens. En fait, sur les réseaux, qui font un énorme pressing sur Carlo Ancelotti pour faire jouer Endrick. Le contexte, c'est bien sûr que la Seleção va mal. Le premier match contre le Maroc a vraiment été un match nul médiocre. Heureux, dirons-nous. Voilà. Et donc, Carlo Ancelotti qui ne fait même pas entrer Endrick. Alors, dans leur désespoir, du coup, les supporters, ils ne savaient plus quoi faire. Ils l'ont pris avec humour. Et alors, c'est très drôle, franchement, c'est très drôle. C'est très très drôle. Comme si Endrick allait être la solution à tous les problèmes, ça c'est autre chose. Mais ils font une trend avec plein de références Harry Potter, Star Wars, Naruto, le Dragon Ball, voilà, des mangas comme ça. Et il y a une autre trend aussi qui ironise sur le fait que Carlo préfère tout faire sauf faire entrer Endrick. Et c'est là que c'est drôle. Alors on va juste regarder 2 exemples. Le premier, c'est celui-là. En fait, la légende, c'est si le verre tombe, tu vas devoir mettre Endrick. Et Ancelotti, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Et la deuxième, la légende, c'est si tu rates une note, tu vas devoir mettre Endrick. Et Ancelotti. On le voit transpirer, c'est Guitar Hero, ça a pu animer nos soirées de jeunesse, Nico, en tout cas les miennes. Et effectivement, plus ça devient dur, plus il transpire, mais surtout pas une erreur parce que ça l'obligerait à faire rentrer Endrick. Bon, alors pour moi, Vas-y. Non, j'allais dire, on est sur la Coupe du Monde de l'IA. Là, c'est vraiment la première fois aussi. Clairement. Et ça donne des trucs quand même très drôles quand c'est bien utilisé. Et il y a aussi d'autres images où c'est Carlo qui préfère jouer à la roulette russe, Carlo qui préfère rester debout pendant 12 ans. J'en ai revu une, alors je sais pas. Qui est vraiment excellente. C'est mal ce que je vais faire, mais je la retrouve plus, mais j'en ai vu une autre tout à l'heure extraordinaire. Mais ça dit quand même, déjà, ça raconte quelque chose de plus sérieux. C'est que quand un pays, le berceau du foot, qu'est le Brésil, s'en remet Endrick. Nous, on l'a vu jouer 6 mois Endrick. Parole de supporter lyonnais. Franchement, j'aime bien un petit gamin qui a du potentiel. Franchement, moi, j'ai pas grand-chose à dire de négatif sur lui, mais ça reste Endrick. Je vous assure qu'un Endrick, chez nous, on en a 2 par an. Enfin, il a 19 ans, c'est un très jeune joueur, c'est un très bon joueur. Bon, maintenant, c'est pas Neymar, c'est pas Ronaldo, c'est pas Ronaldinho. Je peux me tromper, mais voilà. Si le Brésil s'en remet Endrick, ça veut dire qu'il y a plus grand monde à quel sein se vouer pour rester une grande nation du foot. Alors c'est vrai que l'avancement qui était titulaire contre le Maroc, je ne le connaissais pas, Nicolas. Igor Thiago, j'avoue que, je sais pas vous, mais moi je le connaissais pas. Personnellement, il joue à Brentford. C'est un Brésilien. Il est arrivé en Europe via la Bulgarie, Ludogorets. Bon, il fait Ludogorets B, Ludogorets. Il arrive par la Bulgarie, quoi. Il part en Belgique, où il fait une belle saison, et après donc Brentford depuis 2024. Alors bon, 25 buts en 2 saisons, c'est pas infamant, mais c'est Igor Thiago, quoi. Alors c'est les stats de Mateta en première ligue. Oui. C'est Mateta. Là, il joue avec Mateta en pointe. Nous, Mateta, c'est notre dernière option s'il reste 5 minutes ou pour faire tourner. Voilà, sinon c'est Mateus Cunha, je crois que c'est ça le joueur. Ouais, parce qu'il prend pas donc João Pedro. João Pedro, bon moi, où est le scandale de pas prendre João Pedro, personnellement. Alors pour lui, il est énorme. Non, pour lui, il est énorme. Vu ce qu'il a dit à la fin. Voilà, mais quelque part, et c'est vrai que je suis un peu triste pour Carlo, parce que Carlo, il a déjà été obligé de prendre Neymar, tout en sachant qu'il ne servira à rien. donc là il se trimballe Neymar comme une forme de cadavre ambulant. Le pauvre, il va probablement pas jouer de la Coupe du Monde. Et en plus, derrière, on lui dit « Ah non, mais il faut faire jouer Endrick ». Bon, il le connaît, Endrick Carlo, il l'a eu au Real Madrid. Ouais, il l'a eu au Real. Et il l'a jamais fait jouer au Real Madrid. On peut penser qu'il avait ses raisons. Voilà, donc on l'a vu à Lyon, encore une fois, Endrick. Je veux dire, si le sort de la nation brésilienne reposait sur Endrick et sa frappe de Mulas, bon, il serait pas champion du monde. Voilà, donc à un moment donné, supporter brésilien, je comprends l'humour, c'est franchement drôle. Mais stop, arrêtons avec Endrick, parce que lui-même, si j'ai bien compris, n'en prend pas ombrage pour le moment d'être remplaçant, parce qu'il il sait ses limites. Et visiblement, à l'entraînement, quand on lui demande de faire des trucs, c'est un peu Jean-Michel frappe. Endrick, il voit un ballon, il frappe dedans. Voilà. Ça l'école Cristiano. L'école Cristiano, en beaucoup plus jeune. Voilà. Alors, parfois c'est beau, ça va en lucarne, mais visiblement, il agace un peu le staff, il n'écoute pas forcément ce qu'on lui dit.
Bon, voilà, donc c'est drôle, mais ça dit beaucoup du désespoir brésilien, cette histoire, malheureusement pour eux. Bon, on va voir en tout cas contre Haïti si le pressing a marché. Dans la nuit de vendredi à samedi, le prochain match du Brésil. Ne serait-ce que le faire rentrer en jeu, parce que c'est vrai que contre le Maroc, il joue même pas 5 minutes. Ah, c'est Haïti, mais Attention, alors Haïti, ça peut marquer quand même. Hendrick contre Haïti, ça peut marquer. Moi, Haïti contre l'Écosse, c'était assez solide. Moi, j'attends de voir. je voudrais pas. On en est là, C'est assez solide, mais ce sera à 2h du matin, donc on découvrira le résultat le lendemain. Yes. Bon allez, nickel sur cette petite séquence Brésil et on enchaîne, on va jouer, c'est l'heure. Ah, alors attends, c'est là, il faut pas que je regarde. Tout à fait, il ne faut pas que tu regardes. Je regarde pas. On va jouer, parce qu'on a parlé donc de Mbappé, de Messi, de tous ces grands buteurs. Donc j'ai envie de jouer avec ces plus grands buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Mode, tu connais par cœur ce mode question pour le champion. J'adore. Voilà, on va commencer. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on va commencer Regardez-moi ici? bien comment je vais être injouable sur ce coup. On va commencer là. J'ai été un personnage controversé Bernard Tapie. dans mon pays avant d'en devenir un des héros. Ma présence au Mondial 82 en Espagne n'était même pas certaine quelques semaines avant la compétition. Paolo Rossi. Paolo Rossi, bien sûr, l'Italien. J'inscris un fabuleux triplé contre le Brésil de Zico et en finale, je marque aussi pour offrir le titre à mon équipe. Paolo Rossi. Rappelle-moi pourquoi il devait pas être là déjà. Il est suspendu à cause d'un scandale Paris. pour le Paris et tout ça. J'ai oublié de te préciser un petit truc, c'est que ce sont des joueurs qui ont inscrit un doublé dans au moins 2 matchs de Coupe du Monde. C'est pour ça que on considère que ce sont des grands buteurs. J'étais resté buteur, ça me suffit. Ouais. Non mais voilà, c'est des grands. Donc Paolo Rossi, l'homme qui a quand même juste, c'est le fossoyeur du grand Brésil, du très grand Brésil. Après, on n'a plus jamais eu le grand Brésil comme on a eu dans ces années-là. Et l'Italie, le match, regardez un résumé pour ceux qui ne connaissent pas. Ils leur jouent 100 fois, ils le perdent 99 fois, ils se font rouler dessus. Mais il y a Paolo Rossi qui sort de nulle part et qui plante ses buts, voilà, improbables. Meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Il a fait pleurer des générations entières d'adolescents qui supportaient le Brésil, qui était la grande référence. Ouais, avec ses buts du genou. En fait, c'est le pré-Pipo Inzaghi. Ouais, voilà. Tu préfères cette référence. C'était vraiment un attaquant qu'on aurait détesté probablement si on a vu cet âge-là à l'époque. Allez, la deuxième. Ma carrière assez exceptionnelle a duré 17 ans et pourtant personne n'est capable de dire à quel poste je joue. Mon intelligence de déplacement m'a valu un surnom difficile à traduire parce qu'en plus, petit indice, c'est en allemand. C'est Raumdeuter. J'ai remporté la Coupe du Monde dès ma première participation. Beckenbauer ? Non. Ah non, c'est compliqué. J'ai terminé meilleur buteur du Mondial 2010. Klose. 2010. Attends, j'ai 2010. longtemps été l'un des symboles du Bayern. On ne sait pas à quel poste il joue. On ne sait pas à quel poste il joue. Quel poste offensif il joue. À quel poste offensif ça te dit rien, c'est un mec du Bayern. Thomas Müller, évidemment. Thomas Müller, bien sûr. Il est quoi Thomas Müller meneur de jeu, attaquant, ailier. J'avoue. Relayeur, on ne sait pas. Non, c'est vrai, effectivement, Thomas Müller. Thomas Müller qui a marqué énormément de buts en Coupe du Monde. Combien Thomas Müller? Il est à 10, il me semble. Ouais, 10, ok. Le renard, il arrivait toujours en deuxième lame, là, il mettait sa tête, son pied, on ne savait pas trop comment. Il jouait déjà à 2 à l'heure à 20 ans, enfin bref. Vrai joueur à l'ancienne, Thomas. Vrai joueur à l'ancienne, dégaine à l'ancienne. Troisième. Vas-y. Je suis né à Marrakech. Oh là. Mais c'était alors un protectorat français. Juste Fontaine. Juste Fontaine, évidemment. Oui, c'était quand même pour le citer. Justo, 13 buts en 58. Il met 3 doublés, un triplé. Enfin, j'ai pas noté le détail, mais. Record qui ne tombera probablement jamais. 13 buts sur une seule Coupe du Monde. Ça, je pense qu'on peut le dire. Il faudrait vraiment une Coupe du Monde à 64 avec une phase de poule très allongée, mais peut-être y arrivera-t-on un jour, Nicolas. Et auquel cas, justement. Gianni Infantino, il travaille. Gianni, il travaille, voilà, pour qualifier l'Italie. Donc peut-être que ce record tombera un jour. Mais sur une Coupe du Monde à moins de 70 équipes, je ne vois pas. Dans ces circonstances actuelles, je ne vois pas. Allez, à 4. J'ai quitté ma dernière Coupe du Monde par la petite porte. Ah. J'ai gagné et perdu une finale. Ok. J'ai marqué dans le même match 2 buts qui sont tous les 2 restés dans la légende. Maradona. Diego Maradona, facile. Ouais, oui, facile. Il a marqué des doublés, il en a. Diego, et notamment en 86. Il sort pas par la grande. Il sort donc en 94 de la Coupe du Monde, positif à la cocaïne. Le seul joueur jamais contrôlé positif dans une compétition internationale de foot, si je dis pas de bêtises. Il y a un très bon documentaire au passage, je ne sais plus sur quelle plateforme, où il raconte un peu. En fait,
pour se remettre en forme avant la Coupe du Monde 94, parce qu'il est 2 ans avant, il se fait virer de Naples, Oui, il est tout ça. vraiment en fin de course. Il fait 130 kilos, c'est n'importe quoi. Il prend un préparateur physique perso qui le remet vraiment d'aplomb et tout. Et il paraît que c'est lui, c'est à cause de lui en fait le contrôle positif. Il lui donne un moment un médicament qui fait que voilà. C'est ce qu'en tout cas Diego a toujours dit. Non, tu me le dis, je me rappelle d'images où on le voit au Club Med, dans des Club Med où il rencontre, où les touristes français sont là en disant mais attendez, c'est Maradona qui est en train de faire sa prépa physique quelques mois avant la Coupe du Monde. Et juste pour finir sur le sujet, ça fait partie des grosses motivations. Les Argentins n'ont pas besoin de grand chose, mais là. Par exemple, cette année, j'ai entendu pas mal de supporters dire on vient pour venger Maradona, on retourne aux États-Unis 30 ans après et on doit venger cette sortie de piste absolument honteuse de notre idole, de l'idole absolue de tout un peuple. Oui, ils ont une revanche à prendre. Parce que dans ce documentaire, Maradona le casse triste. En plus, il y a des complotismes un petit peu sur c'est le FBI, son trop positif, achat. Regardez ce documentaire si vous pouvez, c'est sympa. Allez, le 5. Je suis l'un des plus grands what if de l'histoire du foot. Mes premières saisons en Europe sont tout simplement hallucinantes. Je perds une finale avant d'en gagner une à l'édition suivante. Les doublés, je connais bien, j'en ai même marqué un en finale. D'accord. D'une édition. Il te faut une année peut-être. Là comme ça, j'ai presque envie de te dire. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Non, je pense que je vais aller dire une bêtise, donc vas-y. En 2002. 2002, what if, c'est Ronaldo. C'est Ronaldo. Oui, le what if, c'est s'il a pas ses blessures et parce que déjà qu'il a 15 buts en Coupe du Monde, Ronaldo. C'est vrai, tu as raison. Et il aurait pu faire beaucoup mieux. On parle de Klose, mais c'est encore le dernier devant Mbappé, avant Messi et Klose. Il y a Ronaldo avec ses 15 buts. Et 4 Coupes du Monde, Ronaldo. Alors, non, ça, c'est que le what if est pas dit tout de suite parce qu'il joue quand même 4 Coupes du Monde. Oui. À 94, il rentre pas. C'est le petit jeune sur le 98, elle est énorme. 2002, il revient juste pour cette Coupe du Monde. Il est énorme, meilleur buteur. Meilleur buteur. Et 2006, tu sens que c'est la fin de parcours. C'est la fin, mais c'est la grande génération, la dernière grande génération brésilienne. Il tombe contre nous en quart, mais ça pouvait quand même aussi aller loin. 4 Coupes du Monde quand même. C'est vrai que par rapport à toutes ces blessures, ça s'est tombé des bonnes années, j'ai envie de te dire, parce qu'il a quand même réussi à laisser une trace importante. Le pire, c'est entre 98 et 2002, il est blessé quasiment tout le temps. Moratti, il est content, il l'a payé une blinde, il le voit pas jouer sur le terrain, il fait néant en Coupe du Monde et derrière, il part au hop. Tranquille. Allez, on avance avec la 6e. Je suis la définition même du renard des surfaces. J'ai détenu pendant 30 ans le record du nombre justement de buts en Coupe du Monde. Gerd Müller. Gerd Müller cette fois-ci. On y est, Gerd Müller. Mon surnom évoque un avion utilisé pendant la guerre. Le bombardier. Le bombardier, Le bombardier de Munich. Voilà, on parlait de Paolo Rossi. Avant Paolo Rossi avec Gerd Müller. Quelle classe, énorme classe sur cette photo, Gerd Müller. Ouais, mais j'adore les photos de cette époque. Je trouve même que le maillot uruguayen ils ont quelque chose. C'est assez dingue quand on voit ça se porte au travail tous les matins. Évidemment. Gerd Müller. Qui a mal fini, Gerd Müller, quand même. C'est vrai que, si je dis pas de bêtises, Gerd Müller, il a fini avec Alzheimer ou pas loin, trouble de la mémoire, et meurt assez jeune. Une triste histoire, triste fin de vie pour Gerd Müller. Énorme buteur du Bayern et de l'Allemagne, Ballon d'Or 70. J'ai longtemps été un joueur maudit. De la Coupe du Monde? Non. De manière générale? De manière générale. Bon, c'est peut-être aussi parce que je n'étais pas dans le bon club. Personne ne croyait trop en moi à mes débuts et je suis finalement le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre. Je me suis un peu rattrapé sur les trophées ces dernières années. Non, pas du tout. Harry Kane, bien sûr. Harry Kane qui en Coupe du Monde aussi brille tout le temps. Un mec dont, c'est vrai qu'à ses débuts à Tottenham on dit c'est un bon buteur mais il fera jamais non plus un attaquant de classe mondiale. Non, il franchira pas le cap. Il est énorme, capitaine, meilleur buteur du mondial 2018. Ouais. Toujours présent au rendez-vous. Son gros point noir, c'est il loupe son péno au Qatar. Contre les Bleus, c'est vrai que s'il marque ce but-là, peut-être que s'il marque, ça change des choses. C'est vrai c'est devenu le meilleur neuf du monde. On se disait souvent Benzema, et puis derrière, qui c'est qu'on mettait il y a 2-3 ans? C'était Harry Kane, et aujourd'hui, il a pris la relève assez facile. Aujourd'hui, je ne vois pas quel joueur est au-dessus de lui en Europe et dans le monde à son poste. Considérant que Mbappé n'est pas un neuf, et que dans la position neuf, il est moins fort. En neuf, il n'y a pas mieux. C'est vraiment top joueur, mais mec, on continue à sous-coter quand même, je trouve un peu. Voilà, on se dit pas, tiens, ça peut être le mondial d'Harry Kane. 60 buts quand même cette année, c'est le Bayern, la fameuse taxe Bundesliga, à laquelle tu tiens tant. Mais bon, et on se dit pas, tiens, il va peut-être mener l'Angleterre sur le trône. Je crois que personne ne prend au sérieux vraiment l'Angleterre. Mais bon. Allez, on a encore 3, on se les fait. Allez, vas-y. Avant de parler de l'Angleterre, justement. Mon vrai prénom n'est pas celui sous lequel je suis connu. Je suis devenu champion du monde avant mes 18 ans. Pelé, évidemment. Pelé. Je suis obligé de le mettre.
Voilà, Pelé, écoute, 3 Coupes du Monde, le seul à avoir gagné 3 Coupes du Monde dans l'histoire. Et voilà, je resterai quoi qu'il arrive le numéro 10 le plus célèbre du monde, je pense qu'on peut le dire. Voilà, il y a Diego, alors, oui, alors il y a peut-être Platini, tout ça, mais en tout cas, pour Pelé, notre génération. Pour notre génération. Peut-être que dans 50 ans, on c'est verra le premier, football différemment, mais c'est vrai que c'est le premier. Et les 3 Coupes du Monde, surtout, ça, c'est quand même quelque chose. On parle de records qui paraît difficile à aller chercher. Voilà, Mbappé aurait gagné la dernière, on se serait dit, tiens, bon là, il faut encore en gagner 2. Ça paraît difficile. 9e, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu la carrière que je méritais en club, mais c'est aussi parce que je suis un grand romantique. Je suis tout de même champion d'Italie. Ah, bon, ça va alors. J'ai réussi des triplés dans 2 Coupes du Monde différentes, ce qui n'est pas non plus donné à tout le Donc monde. je suis italien. Et non, je suis argentin. Italien, je suis argentin. Avant-centre emblématique de l'Argentine des Batigol. années 90. Ah, Batigol. C'était pour le plaisir de le mettre. Regarde-moi ça, cette photo avec Sacré Ortega, Ortega. ce maillot. Ça, regarde, ce petit maillot France 98. Ouais, voilà. celui-là, on l'aime. Voilà, Même si c'est l'Argentine, bah, non, mais à cette l'époque, génération-là, elle était exceptionnelle. Il y avait... C'est la plus belle équipe du monde. En 98, c'est quand même un crève-cœur de les voir se faire sortir contre les Pays-Bas parce que vraiment, ce match-là, pareil, regardez le résumé. Dans quel monde les Pays-Bas gagnent ce match? Le fameux but de Bergkamp alors que les Pays-Bas sont à 10. Non, mais c'est incroyable. Il incarne aussi la malchance de ces générations argentines dorées, fin 90, début 2000, qui gagnent rien, alors qu'ils ont une équipe mais absolument atomique. Monstrueuse. Voilà. Et donc, oui, parce qu'il est resté longtemps à la Fiorentina. C'est pour ça qu'il disait ça. c'est Et vrai, donc, tu as parce raison. qu'il voilà, ce club, c'était lui avec Rui Costa, le portugais. Bref. Allez, la dernière. Je suis l'auteur d'une phrase sur le foot passée à la postérité. J'allais dire Georges Best, Non. mais avant même de commencer. Il y en a plein, mais celle-là, je suis l'un des rares grands attaquants internationaux à avoir terminé ma carrière sans jamais recevoir ni carton jaune ni carton rouge. J'aurais mérité d'avoir le ballon d'or en 86 à la place du russe Belanov. Ah là, attends, 86. Je te laisse là-dessus ou je te donne le dernier indice? Je suis désolé, mais là je suis en train de sécher 86. Je suis aujourd'hui un des visages les plus connus de la télévision sportive. Un chroniqueur hyper connu. En Angleterre. Mais Gary Lineker. Gary Lineker. Ah, oui, Gary Lineker, c'est vrai, effectivement. Énorme Coupe du Monde 86. T'as Oui. cette photo aussi, j'adore. C'est vraiment. Juste la que j'ai en tristesse tête. de voir un stade à moitié vide en Espagne. Mais oui, sacré joueur, Gary Lineker. Et un des rares joueurs qui est devenu consultant et dont la carrière de consultant est à la hauteur de la carrière de joueur. Tout à fait. Il est aussi respecté pour ça, Gary Lineker. Tout à Et fait. pour ses positions politiques courageuses aujourd'hui, qui l'ont valu, je crois, d'être un peu mis de côté. C'était un peu Par la compliqué un BBC. moment à la BBC, mais il est revenu. Eh bien, bravo Julien. Et bah écoute, Pour ce j'aurais pu être petit plus tour rapide, d'horizon mais des, vraiment, des meilleurs de l'histoire. Ça y est, on a joué et il nous reste un petit peu de temps pour parler de ce qui va se passer cette nuit. C'est parfait, on est parti. Et donc notamment ce Angleterre-Croatie qui, honnêtement, sur le papier, c'est un des plus gros chocs de cette phase de poule. Hein. Dernier peut le gros dire. favori en lice, puisque le Portugal jouera un peu avant. Voilà, on a fait le tour des premiers matchs de poule. C'est les derniers. Mais toujours, c'est l'Angleterre, quoi. Cette espèce d'incertitude. On sait jamais trop où les mettre. Ils ont été champions du monde il y a 120 ans. Et sinon, derrière, il faut quand même le dire, c'est souvent très décevant. Mais sacrée équipe, sacré coach. Ouais. Sacré coach. Ils sont allés prendre un coach à l'étranger, Thomas Tuchel, qui fait des choix forts. Attention à l'Angleterre. Moi, ils me font très peur. Ça s'est mal passé au début pour Tourelle. Oui, en tant qu'Allemand en plus qui débarque en Angleterre, voilà. Contentieux historique. Voilà. Et surtout, donc avant c'était Redknapp. C'était Non, Redknapp. Southgate. pardon. Southgate, oui. Oui, Southgate. C'était Southgate, très paternaliste, tout ça. Voilà. Tourelle, il est arrivé, ça a été beaucoup plus direct dans le on est management. Pas paternaliste, Thomas. Voilà. Et ça s'est très bien passé. Donc sur le terrain, c'est la première équipe européenne à s'être qualifiée dès octobre dernier. Ça fait longtemps que c'est bon après avoir remporté ses 6 premiers matchs, tranquille. Potentiel offensif, mais il s'est privé quand même de beaucoup de monde. Donc c'est mené par Harry Kane, mais privé quand même. Enfin, il se prive de Volontairement Foden. Foden, Grealish et Palmer. Ouais, alors. Ils ont des niveaux de joueurs un peu incertains ces derniers mois, on est d'accord. Mais disons que c'est pas scandaleux, mais d'autres sélectionneurs les auraient emmenés. Lui, Tourelle, il a fait des choix forts. On a même pensé un temps que Bellingham, ça pouvait chauffer pour son matricule et qu'il pouvait aussi se retrouver hors du groupe. Parce que c'est un joueur inclassable et on ne sait pas trop où le mettre. Bon, et finalement, il a choisi de le prendre. Mais Tourelle, c'est tout à fait le genre de type qui peut mettre n'importe qui sur le banc au deuxième match si ça lui a pas plu. Est-ce qu'il est capable de garder un groupe uni pendant tout un mois et demi de compétition? Moi, je pense qu'il est capable de le faire. Il l'a fait au PSG, il l'a fait à Chelsea. C'est un homme qui sait gagner des trophées. Voilà. Est-ce qu'il va réussir à surmonter cette espèce de lose, on va dire, permanente de l'Angleterre? Parce que l'Angleterre, c'est finale de l'Euro perdue. À la maison. À la maison. La dernière finale de l'Euro perdue contre les Espagnols, si je dis pas de bêtises.
Demi-finale du mondial 2018 contre la Croatie, une occasion en or, ça passe pas. 2022, ils ratent le péno qui nous emmène en prolongue. Ils ont la poisse en Coupe du Monde, les Anglais, franchement, à part celle qu'ils ont gagnée. Et je ne sais pas si quelqu'un est capable de les sortir de ça. Voilà. Donc est-ce que ce sera Tourelle ? À voir. Donc ça dépendra beaucoup de cet homme dont on a déjà parlé tout à l'heure, Harry Kane évidemment, parce que à côté de lui, c'est Bukayo Saka, c'est Madueke, Oli Watkins. Pareil, ça peut être très bon comme vraiment moyen en fait. Il n'y a pas de certitude, ça manque un peu de certitude autour d'Harry Kane. C'est ça. Pour en faire un vrai favori, mais ça peut aussi bien tourner. Donc, et ça peut se prendre les pieds dans le tapis. Dès le match contre la Croatie, qui va venir avec les 1255 sélections cumulées du milieu de terrain. Voilà, exactement. L'adversaire, la Croatie. Écoute, tout le monde est toujours là. Et notamment Luka Modric. On doit probablement les baigner dans une forme d'eau bénite. C'est la même équipe qu'en 2007. Voilà, regardez-moi, ils étaient déjà. On en rajoute un peu, mais c'est vrai que c'est assez fascinant. Il y a Modric, maintenant s'il n'y a pas encore Perisic. Si. On a toujours Livakovic, Kovacevic, Perisic, Kramaric, Budimir. Budimir, quand même gros attaquant à la pointe. Budimir. La Croatie, on parle d'équipe qui brille en Coupe du Monde. Attention à la Croatie en Coupe du Monde. Demi-finale la dernière fois, finale il y a 8 ans, avec la même génération. Franchement, l'air de rien, ils peuvent tout à fait faire la même chose. En fait, c'est des mecs qui ont une expérience folle. Ça n'avance plus beaucoup sur le terrain, mais ça joue tranquille à son rythme. Ça peut être. Alors, ce qui peut les perdre, moi je me rappelle, on a le temps rapidement, Ligue des Nations contre nous. Ils gagnent 2-0 à l'aller. Bon, ils arrivent au Stade de France et t'as compris qu'à la 5e minute de jeu, ils n'étaient pas venus pour jouer au foot, ils allaient défendre et ça finit par leur coûter le match. Parfois, voilà, c'est juste ça avec la Croatie, c'est qu'ils souffrent, ils aiment souffrir, mais qu'à un moment donné, c'est leur limite. Ils peuvent perdre bêtement, mais il y a 4 ans, ils éliminent le Brésil en quart en se faisant rouler dessus tout le match. Ça passe tranquille. Ils explosent en demi quand même parce qu'à un moment donné, ça va bien. Attention à la Croatie et sa génération de vieillards. J'aurais pas aimé commencer ma compète contre la Croatie. Non, franchement, non, parce que ça va. Mais bon, après, au moins, t'es sûr. La Croatie, elle a rien de pire en 8e ou en quart. Une Croatie qui se pointe, moi, c'est non. On veut pas voir. Mieux les poils en poule. Ouais, c'est ça. Ok, on parlera de l'Ouzbékistan de Cannavaro une autre fois, parce que c'est une petite curiosité aussi. Voilà, on n'a pas le temps. On verra comment ça tient contre les Colombiens cette nuit. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain. On est là. Même endroit, même protagoniste. Exactement, allez, ciao. À demain tout le monde.